de Martin Provost, Beefsteak. André Plumeur est né à Quimper par un beau jour d'avril. Sa mère finissait de larder un rôti de bœuf quand elle se sentit embrocher comme un poulet prêt à cuire. La cliente qui attendait, la voyant étouffée, crut que c'était le cœur qui lâchait, mais non, ça poussait plus bas. Lorsque les os se mirent à ruisseler sur la sciure, on envoya chercher le futur papa aux abattoirs. Il fallait le prévenir d'Arda que l'enfant de l'amour arrivait. Élevé au lait entier, le jeune André évolua rapidement dans la tradition ancestrale en travaillant au magasin dès l'âge de 5 ans. À 7, il savait déjà tenir la caisse. À 8, égorger son premier mouton. À 10, vous désosser une épaule en 2 temps, 3 mouvements et l'entrelarder sous votre nez façon boucher. Vous allez voir comme il aimait la bidoche. Si les pianistes naissent tous avec un don, André semblait venu sur terre avec celui qui fait chanter le beefsteak. Toutes ces années scolaires, il les passa à la boucherie, l'enseigne arborant les lettres du nom familial, peinte en rouge sang sur un fond rose fuchsia. Loïc, son père, Fernande, sa mère, descendante directe d'une lignée de charcutiers originaires de l'île de Molène, créateurs de la saucisse du même nom, décidèrent, à l'arrivée du rejeton, de ne rien changer au principe d'une éducation transmise par les générations précédentes et qui avait déjà fait ses preuves. Loïc apprit donc lui-même au marmot l'art des voyelles et des consonnes. Chaque fois qu'il débitait les quartiers de bidoche ou hachoir, il lui faisait répéter à voix haute les noms inscrits sur les panneaux cloués au mur de la boucherie, où les bœufs, les moutons, les cochons et les chevaux, soigneusement dessinés à la plume, apparaissaient découpés en morceaux. A comme abat, B comme beefsteak, C comme côtelette, D comme dindon. Oui, chez Plumeur, on faisait aussi la volaille. E comme épaule, F comme filet mignon, G comme gigot, H comme ur, I comme indigestion. Fernande lui apprit l'écriture. Ainsi, l'escalope, l'émincé, le carré, les clanches, la poitrine, la longe, le quasi, le cuisseau et la rouelle du veau lui devinrent aussi familiers qu'à d'autres, Gargantua et Blanche-Neige. Jamais on ne lui raconta la moindre histoire. À quoi pouvaient servir ces contes dont on gavait les enfants dès leur plus jeune âge, pensait Fernande, sinon à s'encombrer l'esprit et engraisser pécuniairement ceux qui les écrivent. Pour s'endormir, André but tous les soirs un os à moelle à ronger dans son lit. Son premier mot ne fut évidemment pas de ceux auxquels on s'attend d'habitude. Ces chers papa, maman, lâchés comme la preuve absolue d'une prédisposition du cœur à nommer l'un et l'autre. Non, pas du tout. Après les gargouillis et onomatopées d'usage, le jour où Fernande décida de sevrer à jamais son loupio en sanglant fermement ses tétons, ce dernier lâcha ce seul mot qui resta pour toujours gravé dans les annales. Beefsteak. Non, répondit-elle avec logique, en lui montrant sur sa peau blanche à quoi ressemblait l'erreur. Pour ce qui fut d'apprendre à compter, Fernande le frotta tout aussi vite à la réalité. Aucun jeton ni cube en bois semblait aucune ardoise pour les premiers calculs. Elle mit à sa disposition, dès son plus jeune âge, les sacs de pièces qu'elle triait religieusement le soir. Ainsi, il fit très vite la différence entre francs et centimes, faisant preuve par là même d'un sens inné du commerce, c'est-à-dire de la chair convertie en espèces. André n'allait jamais au catéchisme. Chez lui, on ne montrait pas plus d'émotion devant un Christ ensanglanté sur sa croix qu'à la vue d'un demi-veau fraîchement sorti de l'abattoir. La viande, qu'elle fût humaine ou animale, signifiait gain et non matière transcendable. D'ailleurs, les cloches qui sonnaient seulement pour donner l'heure. Et André pensa longtemps qu'une église était chaque dimanche aux fidèles, ce que la grande halle était aux bœufs et aux cochons le samedi. Le jour de ses 13 ans, il découvrit l'amour. André était précoce. Non pas qu'il fût tourmenté particulièrement par la chose, ni beau au point qu'il tourmenta les autres, au contraire, blond, le front bas, l'œil rond, cerclé de cils si jaunes qui lui donnaient un regard d'albinos, il avait la bouche molle et le menton fuyant, flasque, déjà triple avant l'âge. Ses bras, dodus et courts, son coude,
semblait directement soudé au tronc central, sans articulation comme ses jambes. Souvent, quand il était heureux, de ses gros doigts huileux, il se tâtait le cœur, non sans éprouver une joie encore plus profonde à sentir sous ses os ses propres entrecôtes. Mais il plaisait comme il était, le bougre, malgré sa peau toute rose, ses cheveux mucilagineux qui, même s'il les chambrinait soigneusement à chaque jour du Seigneur, revenaient à leur état gras naturel le lendemain. Et les mains, nuit et jour dans la viande, Sœurine Fernande, ça n'aide pas le taux de cholestérol. Jeannine fut la première à éveiller en lui des prédispositions viriles. Ce jour-là, le jeune André venait de servir un bol de bouillon de poule à ses parents, cloués au fond du lit par une mauvaise angine, quand la cloche de l'entrée fit résonner son joyeux petit ding. Jeannine Lemeur vendait sur les marchés. C'est dire si elle avait le don d'alpaguer les hommes. Sans doute avait-elle aussi celui de double vue, car à peine entrevit-elle le jeune boucher que sa chair éprouva le besoin impérieux de goûter à la sienne. À l'époque, la méthode Auginon, seul moyen de contraception en vigueur, n'empêchait pas qu'on eût des pulsions dangereuses. Une ombre de poils à peine plus dorée que les autres luisait au-dessus des lèvres d'André, et Jeannine en conclut que la puberté avait commencé son office. Elle se jeta sur lui et le força à fermer boutique. Une fois baissé le rideau de fer, la défloreuse lui fit sa petite affaire à même le vieux carrelage, entre les tas de déchets pour chiens, les os à moelle et les blocs de Saint-Doux. Ses belles fesses roulaient dans la sueur pendant qu'elle initiait le petit gars au plaisir de la chair, de cette chair-là, soudain vivante, qui se mit à chanter sous ses doigts. Jusqu'à ce jour, la curiosité du jeune homme l'avait seulement poussé à tripoter parfois le croupion des volailles, à taquiner les pilles de vaches, et lorsqu'à la boucherie, le père rentrait des abattoirs avec sa cargaison d'abats, oui, Fernande les attendait de pied ferme pour la confection des célèbres saucisses. André ne soupçonnait même pas que les valseuses de porc que sa sainte mère faisait sauter aux petits oignons dans la cocotte pouvaient avoir le même usage que celles qui valdinguaient au fond de sa culotte. En découvrant Jeannine, il découvrit l'usage intelligent du cœur. Celle-ci, tout ébobie de se sentir aimée jusqu'au fond des entrailles, comprit que le boucher cachait un véritable artiste et loua son grand génie dans tout le Finistère. Ainsi, de Quimper au Faou, de Landerneau à Brest, de Plougonvelin à Roscoff, couru par les marchés le bruit qu'un jeune boucher avait le don de faire chanter la chair. Comme Mozart, n'oublions pas qu'André descendait d'une lignée dont les gènes s'étaient transmis jusqu'à lui en héritage. Il ne devait pas sa gloire à son seul génie. Plusieurs générations d'interprètes font parfois un compositeur. La guerre de 14 ayant raflé tous les mâles du canton, Jeannine lui fit vite une réputation. En quelques mois, bon nombre de Quimpéroises ouvrirent à son fameux doigté leur plus secret quartier. Aucun doute. Si physiquement rien ne prédisposait le si jeune boucher à autant de succès, dans ses mains, la chair féminine se mettait à chanter. Très vite, la queue des ménagères s'étira de la boucherie Plomeur à la boulangerie Bohennec, puis de la boulangerie Bohennec à la poissonnerie Magadur, de la poissonnerie Magadur aux nouvelles galeries, et les nouvelles galeries au parvis de la cathédrale. Devant tant d'influence, les braves parents Plomeur ne se posèrent pas la moindre question. Ils attribuèrent leur bonne fortune à l'alliance des Finistères nord et sud. Sans Fernande, jamais Quimper n'aurait connu les saucisses de Molène. Mais lorsqu'apparurent à la boucherie ces sommités locales qui d'habitude envoient leurs gens de maison, Solange Coëtmieux, par exemple la sous-préfète, et la comtesse de Kergaradec en personne, qui fit stopper sa royale calèche devant chez Plomeur et descendit faire la queue comme tout le monde, une sorte d'émoi mystique s'empara de Loïc et de Fernande. Et si un ange était passé par là pour leur remplir la caisse? Il faut dire que la guerre de 14 n'en finissait pas de durer. 3 ans étaient passés, et les fleurs au fusil avaient eu le temps de faner. Alors les esselées, les presque veuves, et celles qui l'étaient civilement, toutes ces pauvresses nées de peu, ou qui possédaient tout, prirent le pli et vinrent chez Plomeur faire la queue pour acheter leur beefsteak.
Chaque fois que les gros doigts d'André aux ongles bien rongés commençaient à tailler habilement la main creuse, les onglets, les bavettes, les prétendantes se massaient au-dessus du comptoir pour avoir les meilleurs morceaux en exhibant les leurs. Loïc avait beau clamer à toutes ses affamées qu'ici, malgré la guerre, personne ne repartirait les mains vides. Il savait qu'elle se battait pour l'araignée, ce morceau des gourmets qui est au bœuf, ce que le saulilaise est au poulet grillé. Car c'était une étroite languette persillée, aussi ferme que tendre, d'un rouge aussi foncé que le secret des lèvres moelleuses, goûteuses, juteuses à souhait, qui donnait le signal. Celle qui était échue, le morceau de barbaque dans le papier journal, savait qu'entre midi et 2, à l'heure de fermeture, tandis que Loïc et Fernande siestaient dans leur galetas du premier, sur le matelas bourré de billets de 1000, André sortirait faire un tour. Le lieu de rendez-vous était toujours le même, derrière la cathédrale. Une fois que les futurs s'étaient reconnus d'un coup d'œil, André suivait jusque chez elle l'élu à l'araignée. Il paraît que la force d'aimer du tout jeune étalon était telle qu'être aimé une seule fois suffisait pour qu'on eût l'impression d'être aimé pour toujours. Cela signifie-t-il qu'atteindre le point culminant du plaisir annula jamais tout besoin de plaisir? Les duchesses arrivées au ciel n'en redescendaient pas de sitôt, et nombreuses furent celles qui, après cette expérience unique, partirent en retraite chez les sœurs de Long de Vénèque en presqu'île de Crozon et finirent par y prendre le voile. Sa besogne accomplie, André rentrait chez lui, l'esprit vide et sans fouetté par l'action. Même s'il n'était pas le genre d'homme à se projeter dans l'avenir, il attendait la curée du lendemain comme une bénédiction. La vie pour lui se vivait au présent, pas ailleurs qu'en ce corps dont il ignorait même qu'il pût posséder un esprit. Hélas, si les prédispositions d'André à aimer les Bretonnes pouvaient laisser penser qu'il élargirait tôt ou tard son terrain d'expérimentation aux départements limitrophes, Charentaise, Landaise et Limousine n'eurent pourtant pas le temps de goûter à ces dons. Par un beau matin de novembre, comme sont les beaux matins de novembre en Bretagne, gris, mouillé, avec un ciel si bas qu'on le croit posé sur sa tête comme une crêpe, le garde champêtre proclama l'armistice. À la boucherie, on se frotta les mains. Pour Loïc et Fernande, les soldats qui rentraient, c'étaient des ventres avides et affamés, impatients d'engloutir, sans compter côtelettes, petits salés, gigots, sans parler des beefsteaks en tout genre, bien sûr. Ce jour-là, Fernande descendit la première comme à son habitude, son bol de chicorée à la main et sa tartine de graisse d'oignon dans l'autre, le balagris d'un coup de sabot précis et sec, presque gai, s'approcha, après s'être bien rétabli sur ses jambes, du peu de lumière que le ciel moiré daignait partager ce jour-là avec les humains, décidé à offrir son visage chafouin au crachin, histoire de faire un brin de toilette, quand elle découvrit un panier en osier posé à ses pieds. Un joli marmot s'y trouvait, le sourire gazouillant et l'œil vif, coquin, un petit mot épinglé à son bavoir brodé, sur lequel Fernande décrypta non sans difficulté: « Voici ton enfant André, il n'est pas encore baptisé, prends-en soin. » « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» dit-elle en montrant à son fils la preuve de sa santé. Il y eut les réprimandes, les pleurs, la colère de Fernande et enfin les menaces, les « tu sais ce que ça coûte, un bébé ?» André n'y prit pas garde. Il venait de découvrir Dieu. Témoin d'un second miracle, après celui qui lui avait opiniâment ouvert les bras des clientes de la boucherie Plomer, il tomba instantanément amoureux du bébé. Fernande le somma d'aller le jeter dans l'autet, et comme il essuya un refus plus que catégorique, trépigna, menaça d'en faire de la chair à saucisse du pâté, mais rien n'y fit. André prit l'enfant sous son aile et monta s'enfermer dans sa chambre, dont il ne sortit plus pendant de longues semaines, à peine pour faire bouillir le lait. Les affaires commencèrent à péricliter. André ayant interrompu du jour au lendemain tout commerce du corps derrière la cathédrale, les longues et célèbres queues devant la boucherie Plomer se mirent à rétrécir jusqu'à devenir peau de chagrin. Au début, les clientes, pour la plupart des veuves, continuèrent leur manège, s'inquiétant de l'absence d'André, demandant poliment après lui tout en achetant leur beefsteak, mais après une ou deux visites, ayant plus sous les yeux l'objet de leur désir,
se mirent à fuir la frustration et son insatiable aiguillon en allant acheter du poisson au hall. Loïc et Fernande voyaient avec désespoir fondre leur tas de billets de mille. Loïc dut crever son matelas pour combler les pertes et acheter encore aux abattoirs. La viande fraîche ne leur restait pas longtemps. Des légions de saucisses pourrissaient par grappes en dégoulinant des crochets comme de la guimauve, sans parler des cuisseaux et des foies de génisse qui furent distribués aux pauvres qui n'en voulurent pas, même ni les chiens ni les chats. Loïc et Fernande supplièrent, tempêtèrent, menacèrent leur fils de fermer à jamais la boutique, de vendre ou d'y flanquer le feu, quitte à trahir les ancêtres, rien n'y fit. Il était en congé, maternité oblige. Un autre enfant survint, puis un troisième, un quatrième, et cependant 6 mois, jusqu'à la dernière gueule cassée revenue du combat. En tout, il en hérita de 7, dont il accepta chaque fois la charge avec joie. Fernande en trépassa. Une violente crise de gouttes. Loïc décida de porter son cercueil sur son dos jusqu'à la pointe du Raz, afin de rendre à l'océan qu'il avait mené jusqu'ici cette fille de Molène. Les flots refusant d'emporter le cercueil, Loïc sauta dessus comme sur un radeau et déchira sa chemise, l'haïssant comme une voile. On dit qu'on l'aperçoit encore lorsque la lune est pleine. Entre la pointe du Raz et le cap de la Chèvre, debout sur le cercueil, tenant entre ses bras le corps de sa bouchère enroulé dans la voie.